Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa Au diaspora. sommaire, CPI et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec Maître Altit, le 1er février 2016 à la CPI. Et pour que chacun ait sa place, il lui faut se saisir de son propre destin. L'éducation. Et c'est pourquoi le président Gbagbo a mis en place un système remarquable d'éducation gratuite et obligatoire, de même qu'un système de protection de santé novateur. Le procureur est tellement mal à l'aise avec son scénario sans fondation que pour le faire tenir, il passe sous silence. Entendez-moi bien, il passe sous silence tous les événements marquants de l'histoire ivoirienne de ces années-là. Pas un mot sur les tentatives réitérées de prise du pouvoir par la force pour y placer Alassane Ouattara. Le coup d'État de 1999 contre le président Bédié. L'invasion venue du Nord et la tentative de coup d'État contre le général Gueye en septembre 2000. L'attaque menée en janvier 2001 contre le président Gbagbo. L'invasion venue du Burkina ayant abouti à la partition du pays le 19 septembre 2002. La tentative de renversement du président Gbagbo en novembre 2004 ont disparu du récit du procureur. Après avoir fait disparaître les protagonistes de la bataille d'Abidjan, les protagonistes de la crise ivoirienne, le procureur fait maintenant disparaître les éléments marquants de l'histoire ivoirienne. Il est dommage qu'il n'ait pas pris la peine de s'intéresser aux rebelles pro-Ouattara, à ceux qui ont ravagé le nord du pays pendant des années. S'intéresser à eux donne à comprendre l'histoire d'une autre façon que ce qu'en dit le procureur. Qui sont les rebelles ? Un ancien responsable de l'armée française dira, je cite, « J'ai pu constater que la plupart des chefs rebelles n'étaient pas des chefs militaires, mais des chefs de bande d'une violence inouïe, dont l'activité principale consistait à s'imposer par la force, à racketter et tuer, à violer, et ils maintenaient la terreur parmi la population afin de s'enrichir. » Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce sont ces mêmes chefs de guerre qui ont été impliqués depuis 1999 dans toutes les tentatives visant à placer Alassane Ouattara au pouvoir par la force. Ce sont ces mêmes chefs de guerre qui l'entouraient à l'hôtel du Golfe en 2010 et 2011. Ces mêmes chefs de guerre qui mettaient alors en application la stratégie de prise du pouvoir par la force. Et ce sont ces mêmes chefs de guerre qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 3 ans, lors de l'audience de confirmation des charges, je demandais au procureur s'il comptait poursuivre ceux qui, aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, sont suspectés par les organisations de défense des droits de l'homme de crimes de masse, de crimes contre l'humanité. Malgré l'existence de preuves, malgré l'engagement qu'a pris vendredi le procureur, je vous parie qu'aucun d'entre les soutiens d'Alassane Ouattara
ne sera jamais poursuivi ici. Voilà ce qui arrive. Lorsque l'on suit les postulats et la logique d'un récit construit par d'autres, on en est prisonnier. Plutôt que de faire face à la réalité et d'en tirer les conséquences, par exemple, en donnant à lire à la Cour un récit des incidents plus respectueux de la vérité historique, c'est la réalité que l'on tente de forcer pour la faire coller au récit. Mais faire disparaître les bourreaux, c'est faire disparaître leurs crimes. C'est renoncer à l'encontre des engagements du procureur, à les faire comparaître devant la justice. Faire disparaître les bourreaux, c'est faire disparaître la souffrance vécue par des dizaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Vous voyez, transformer la réalité se fait ici aux dépens de ceux qui ont souffert. Je pense notamment aux Ivoiriennes, les premières victimes du conflit, torturées, humiliées, violées, parfois devant leur famille, et pour finir, portant l'enfant de leur bourreau. La souffrance n'est pas divisible. Elle n'appartient pas à un camp, elle n'appartient pas à une ethnie. Réécrire l'histoire, comme le fait le procureur, n'attend pas seulement à la vérité. C'est aussi, et avant tout, une atteinte au vécu de chacun des Ivoiriens et à sa souffrance. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous sommes en 2016. Cela fait presque 5 ans que le procureur enquête. 5 ans d'enquête pour en arriver à cette faillite. 5 ans d'enquête pour préparer une catastrophe judiciaire annoncée dès 2013 par certains des juges de la Chambre préliminaire. Les silences, les manques, les failles, les contradictions du dossier du procureur donnent à voir en creux la vérité. Il vous appartiendra de la dire. Vous êtes la justice. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, il est donné à des juges internationaux et indépendants le pouvoir de dire non. Le pouvoir de condamner les manœuvres d'intérêts économiques et politiques puissants. Le pouvoir de condamner la corruption dont ils se nourrissent. Le pouvoir de condamner le mépris dans lequel ces intérêts tiennent les institutions des pays. Ainsi, vous pourrez dire non à un monde ancien, archaïque, au monde de la domination et de la violence. Vous pourrez faire entendre la voix de la raison, la voix de la modernité, dire le juste. En proclamant la vérité, vous rendrez son histoire à la Côte d'Ivoire, vous rendrez leur dignité aux Ivoiriens et vous poserez enfin les fondements d'une vraie réconciliation. Tout de suite, CPI, retour sur les réactions du 28 janvier 2016.
On a assisté, comme il fallait s'y attendre, à une forte mobilisation des partisans de Laurent Gbagbo et de plusieurs panafricains qui ont spécialement fait le déplacement de leurs pays respectifs jusqu'aux Pays-Bas le 28 janvier. Les 2 premières journées ont donné l'occasion à l'accusation, conduite par la procureure Fatou Bensouda et la représentante des victimes, Maître Massida, de disserter sur les preuves que l'accusation présentera tout au long du procès. Suite à cela, nous avons tendu notre micro aux avocats, aux Ivoiriens et aux panafricains présents à la CPI. On les écoute. Du conseil de Charles Blé Goudé, vous avez participé à l'ouverture de ce procès, aujourd'hui 28 janvier 2016. En sortant de cette première séance, quels sont les sentiments qui vous animent? Cette séance, pour nous, s'inscrit dans la foulée de ce que nous avons commencé depuis le début, c'est-à-dire véritablement aller à la quête de la vérité. Et le procureur est en train de dire la sienne. Nous l'écoutons et nous y répondrons en temps opportun. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que pour l'instant, au vu de ce que celui-ci a déroulé comme argument, véritablement, nous sommes dans une répétition qui peut-être se veut rassurante pour son office, mais qui, pour nous, renforce le doute sur la réalité des preuves et des arguments qu'il veut mettre à charge de notre client. Donc c'est en ce sens que c'est avec beaucoup de calme que nous avons accueilli tout ceci, parce que nous ne sommes pas surpris de ce déroulé qui est connu depuis longtemps et qui s'appuie sur des allégations difficiles à prouver. Et pour finir, actualité en Et France. l'impopularité rattrape François Hollande. Le président a perdu 8 points d'opinion favorable dans les sondages, chutant ainsi à 25%. Sur le front de l'emploi, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, loin de là. Depuis 2012, 650 000 chômeurs supplémentaires pointent chaque mois au Pôle emploi. La fameuse inversion de la courbe du chômage relève de plus en plus du mythe. Le chef de l'État compte donc sur la révision constitutionnelle votée le 10 février à l'Assemblée pour se refaire une santé, mais rien n'est acquis. Le projet de réforme a semé le trouble dans la majorité socialiste et le départ de Christiane Taubira, dernier symbole de gauche du gouvernement, n'arrange rien. La déchéance de nationalité voulue par la droite rencontre l'hostilité des frondeurs, mais aussi de 20 députés, les Républicains. Si le texte, lors de la réunion du Congrès en avril, François Hollande espère retrouver une image de rassembleur. Une image qu'il compte bien donner à son remaniement gouvernemental prévu au plus tard pour le 20 février. Mais vu l'ambiance à gauche, un retour des écologistes semble improbable. De son côté, Laurent Fabius devrait quitter l'équipe pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Un proche de François Hollande devrait le remplacer au Quai d'Orsay. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault semble favori, tout comme Jean-Marie Le Guen ou Elisabeth Guigou. Des proches de Martine Aubry pourraient également faire leur entrée, permettant ainsi de faire oublier la grande absence du maire de Lille depuis le début du quinquennat. Quoi qu'il en soit, l'impopularité de François Hollande impose de plus en plus la question d'une primaire à gauche. L'appel lancé il y a 3 semaines dans le journal Libération par plusieurs intellectuels et artistes a fait tache d'huile samedi à l'Assemblée. 150 frondeurs ont voté un texte invitant le PS à participer à l'organisation d'une primaire. Aujourd'hui, près d'un tiers du parti ne souhaite pas voir François Hollande se présenter en 2017. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.